Mesdames et messieurs, bienvenue à un tout nouvel épisode de Cinemaximus, le premier depuis belle lurette effectivement. Aujourd'hui, c'est la première partie de ma rétrospective sur l'année 2022 au cinéma. Aujourd'hui, je vais parler des films que j'ai le plus aimé durant l'année. Bienvenue au top de 2022. Présenté par moi, Maxime Morancy. La vidéo d'aujourd'hui sera donc assez simple. Ce sera pas mal la même chose que j'ai fait l'année dernière avec les films de 2021. Une première vidéo où je discute de mes films préférés de l'année, cette fois compilé dans un top 10 avec des mentions honorables. Et la prochaine vidéo sur les films que j'ai le plus détestés parmi ceux que j'ai vus durant l'année. Alors commençons avec le positif. Quelques mentions honorables des films que j'ai aimés, mais qui n'étaient pas assez bons pour se mériter une place dans mon top 10. Les voici. Donc, première mention honorable à Alerte Rouge de Disney Pixar, un film, ma foi, adorable. Alerte Rouge était franchement bien fait. L'animation est comme toujours sur la coche du côté de Pixar. Le jeu d'acteur, je l'ai trouvé, ma foi, franchement réussi. L'histoire, quoique les métaphores étaient un petit peu évidentes, j'ai trouvé que c'était, ma foi, absolument... C'était un bon film familial, c'était une belle réussite du côté de Disney qui a eu un parcours assez rocailleux ces dernières années du côté de leur film d'animation. Deuxième mention honorable, Proie, un excellent prequel à la série des films Prédateurs. Je suis peut-être même prêt à dire le meilleur depuis l'original. C'est du moins celui qui comprend le mieux pourquoi l'original fonctionnait si bien. Je veux dire, tu regardes le Prédateur de 87, je crois qu'il est sorti. C'était littéralement Arnold Schwarzenegger et un groupe de mercenaires dans une jungle contre l'extraterrestre qui essayaient de les tuer les uns après les autres. Je veux dire, et là, on a une prémisse similaire, sauf que là, c'est la première fois qu'un prédateur arrive sur Terre. Dans ce cas-ci, se battant contre une tribu d'Amérindiens et un chien absolument adorable. Sérieux, ce chien-là, j'ai autant voulu qu'il survive que tout le reste des personnages. Proie était, ma foi, très réussi. J'ai beaucoup apprécié. Puis en plus, il est sur Disney+, fait que si vous l'avez, vous pouvez l'écouter direct là, ainsi que tous les autres films de Prédateurs. Et enfin, une agréable surprise, Matrice 4, Résurrection. Honnêtement, là, j'ai trouvé que la bande-annonce de ce film-là, quand je l'ai vu au cinéma, était tellement capotée que ça m'a motivé à écouter les 3 premiers films de la Matrice juste pour comprendre celui-là. Et, tout comme avec Proie du côté des Prédateurs, je suis prêt à dire que Matrice 4 est le meilleur depuis le premier. Aisément le moins prétentieux depuis le premier. Le deuxième et le troisième, je trouvais que c'était trop long et que ça se perdait dans des étranges métaphores bibliques que moi je comprends pas. Mais j'ai trouvé que Matrice 4 est un habile mélange entre le style de réalisation et d'écriture du côté des Wachowskis, mais également du côté du jeu d'acteur. On a laissé plus de liberté un peu à Keanu Reeves, à Carrie-Anne Moss et ainsi qu'au nouveau casting, notamment Neil Patrick Harris, qui, ma foi, était assez détestable dans son rôle, mais c'est signe que c'était réussi. J'étais zéro investi dans la matrice avant cette année. Là, j'ai tout vu pour voir celui-là et ça en a vraiment valu la peine. J'ai aimé le concept aussi que certaines des machines se battent l'une contre les autres, donnant une meilleure chance aux humains de s'en sortir dans le monde de la matrice. Ça, il y avait plein de concepts intéressants comme est-ce que les événements des 3 premiers films se sont vraiment produits? Est-ce que c'était juste un jeu vidéo? Une fois qu'on comprend c'est quoi la prémisse, on est genre ok, j'embarque. Donc, c'en est tout pour les mentions honorables. Allons-y maintenant pour le top 10. Voici mon top 10 des meilleurs films de 2022. Les tops de 2022. Au numéro 10, nous retrouvons Nope, ou de son titre québécois, ben non. Le nouveau projet d'horreur du réalisateur Jordan Peele en est un autre qui surprend pour une 3e fois consécutive. Honnêtement, avec Get Out, avec Us et avec Nope, là, Jordan Peele s'établit vraiment comme le nouveau M. Night Shyamalan, selon moi. Un réalisateur d'horreur avec des concepts qui sonnent clichés, puis des twists complètement pétés qui te font dire, mais comment ça se fait que personne n'a jamais pensé à ça? C'est tellement capoté. Nope raconte l'histoire d'éleveurs de chevaux, d'éleveurs de chevaux pour des tournages au cinéma, qui se mettent à voir des trucs étranges dans leur champ. Et se mettent à découvrir lentement mais sûrement que ce qu'ils voient à l'extérieur est probablement un vaisseau extraterrestre. Sérieux, ce film-là me faisait vraiment poser des questions. Ok, où est-ce que le film s'en va? Il me gardait en haleine tout le long, et une fois qu'on apprend c'est quoi, qu'est-ce qu'il voit en tant que tel, je trouvais ça, mais non, mais
Justement, ben non! Je crois que c'est pour ça que le film s'appelle de même en français. C'est genre. Je l'ai jamais vu venir et je me dis, ok, maintenant que ce twist-là a été fait, personne d'autre le fera aussi bien que Jordan Peele. Jordan Peele, c'était un humoriste avant de devenir réalisateur de films d'horreur. Ma foi, c'est un des meilleurs changements de carrière que j'ai vu du côté d'Hollywood. Chapeau aux deux acteurs principaux, Daniel Kaluuya et Keke Palmer, qui ont, ma foi, joué leur rôle de façon brillante. Il y a un paquet de scènes que j'ai trouvé assez perturbantes, merci, dont certaines impliquaient un singe, sans trop vendre le punch. Mais sérieux, là, Nope débute très bien cette liste en 10e position selon moi. En 9e position, nous retrouvons Un talent en or massif. Un film de Nicolas Cage dans mon top 10 des meilleurs films de l'année. Ben oui, 2022 était surprenant à ce point. Donc, dans Un talent en or massif, ou de son ridiculement long titre original, The Unbearable Weight of Massive Talent, on y retrouve Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage. Cette fois-ci, en pleine crise de quarantaine, ou peut-être crise de cinquantaine, je sais pas quel âge il a, Nicolas Cage. Après que sa carrière part un peu en déroute depuis ces dernières années, il décide donc de faire un voyage en Espagne et il y rencontre Yavi, joué par Pedro Pascal, et les deux deviennent rapidement amis. Toutefois, Nicolas Cage se fait intercepter par le FBI et ils veulent l'engager pour qu'il espionne Yavi parce qu'ils sont convaincus qu'il se trouve à être le baron d'un réseau de trafic d'armes pour un baron de la drogue en Espagne. Sérieux, ce film-là est un des films les plus drôles que j'ai vu cette année. Je riais, mais je riais. Il y a tellement de running gags amusants, dont un notamment avec un mur difficile à escalader, ou un autre running gag impliquant le film Paddington 2, pour ceux qui ont vu ce film-là. Mais j'ai adoré la chimie entre Nicolas Cage et Pedro Pascal. Ces deux-là ensemble ont fait de la magie dans ce film. Déjà là que à voir Pedro Pascal, un des acteurs les plus cool à Hollywood, jouer le rôle d'un fan fini de Nicolas Cage, au point où il y a une pièce secrète avec plein d'artefacts de pièces de collection de ses films du passé, comme Air Bagnard et Face Off, c'est genre, oh my god. Mais aussi, voir Nicolas Cage en dialogue avec une version plus jeune de lui-même dans certaines scènes qui dit Esprit d'Asbin, pis faut que tu trouves un meilleur rôle que ça, pis. Ah, c'était hilarant. Rendu à la fin, je dirais pas que le film m'a perdu, mais c'était un peu moins intéressant. Où on part d'une comédie absurde à un film d'action avec des tendances humoristiques. Mais sérieux, le twist de la fin est tellement la chose la plus prévisible sur la planète. Mais honnêtement, j'étais tellement investi dans le film que ça m'a pas trop dérangé. Un talent en or massif, je vous le recommande. On passe d'un des films les plus drôles de l'année à l'un des films les plus dramatiques de toute l'année. Un film que j'ai critiqué sur ma chaîne en programme double avec fucking Morbius. En numéro 8, nous retrouvons L'Homme du Nord. Un drame sur des vikings absolument épique, où un guerrier part à la recherche de vengeance au nom de son père. Sérieux, L'Homme du Nord était à ma foi magnifique. C'est le genre de film que je regarde puis je me dis, le cinéma est un art dont je ne me lasserai jamais. Le film était extrêmement bien joué, il était brutal, la brochette d'acteurs était sacoche. Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe pendant 2 scènes et demie. Ils ont même eu Björk pour une scène dans le rôle d'une sorcière. Il n'y a pas plus meilleur casting que ça, tu sais. C'était magnifique à regarder, les plans, les séquences, tout était filmé magistralement bien. C'est genre, wow! Comme j'ai dit dans ma vidéo, tu sais, certains films ont poussé les effets spéciaux à un autre niveau cette année, alors que l'Homme du Nord arrive et se dit, ok, voici un lever de soleil en Islande, regardez comment c'est beau. Pas besoin de trop travailler à la caméra, je veux dire. Le gros du film, je veux dire, c'est des plans de soir avec très peu d'éclairage, ou encore la moitié du film, c'est genre du monde qui se crie dessus. C'est full intense. C'est quelque chose quand même. L'Homme du Nord est un film dont j'ai vu genre une bande-annonce et je me suis dit, ok, on va aller le voir, pourquoi pas. Et c'était une des plus belles surprises que j'ai eues cette année. L'Homme du Nord, c'est pas pour tout le monde. C'est assez brutal, c'est quand même long, mais ma foi, juste la réalisation et le jeu d'acteur m'ont vraiment rendu investi en cette histoire. L'Homme du Nord, le 8e meilleur film de l'année, selon moi. En 7e place, nous retrouvons le film d'horreur qui m'a le plus troublé cette année. Nous avons en 7e place
Sourire. Sourire est l'histoire de la docteure Rose Cotter, qui se trouve être une psychiatre jouée par Suzy Bacon, qui se trouve, après avoir vu un incident assez étrange dans son bureau, à avoir d'étranges hallucinations de personnes avec un sourire menaçant, et à partir de ce moment-là, sa vie part de mal en pire. Sérieux, c'est une expérience tellement traumatisante d'écouter ce film-là. On regarde la bande-annonce, en regardant la bande-annonce, je me dis, ça a l'air cliché, mais les critiques sont vraiment bonnes, je sais pas si je l'écoute. Puis ensuite, j'ai une de mes bonnes amies, Sarah Ève, qui me dit, non, non, Max, écoute ce film-là, ça va te marquer. Puis j'étais genre, ok, d'accord. Moi qui est chicken comme tout, ça prend un rien pour me faire un saut. Mais ce que j'aime avec Sourire, c'est que ça essaie pas de faire un saut. Ça essaie vraiment de faire des trucs plus profonds que ça pour un film d'horreur. C'est vraiment bâti comme un vieux film d'horreur, dans le sens où on essaie pas juste de faire peur à l'audience, on essaie de lui faire peur une fois que le film est fini. C'est genre, on bâtit une ambiance, mais tellement que ce soit claustrophobique ou traumatisante ou juste une ambiance sonore vraiment perturbante. C'est genre, la moitié du film, ça passe du côté du son. Je veux dire, c'est pas vraiment visuel, avant fin en tout cas, mais c'est vraiment plus ce que t'entends qui fait peur. Plus encore que les sourires que les gens ont. Puis une fois qu'on a l'explication en fin, c'est genre, mon Dieu Seigneur, que c'est ça? Sérieux, ce film-là m'a donné de la misère à dormir le soir où je l'ai écouté. Sourire. Vraiment, un film d'horreur qui va me rester à l'esprit. En sixième place, nous avons le premier film que j'ai vu au cinéma cette année. On a eu un prequel à Predator qui était, ma foi, très bon, mais on a eu encore meilleur que ça, côté prequel, un prequel à Kingsman de tous les films. Nous avons Kingsman, première mission. Mettant en vedette Ray Fiennes, ce film raconte les origines de l'organisation d'agents secrets britanniques établie durant la Première Guerre mondiale, ou du moins une version assez pétée de la Première Guerre mondiale. Ce que j'adore avec ce film, c'est non seulement qu'il a une des meilleures trames sonores de l'année. Sérieux, je me souviens pas c'est qui le nom des compositeurs. Je vais les mettre à quelque part dans le coin de l'écran. Mais ils ont fait une musique, ma foi, qui était capotée. Sérieux, j'ai downloadé la musique dès que je suis sorti de la salle de cinéma pour l'écouter dans mon char en revenant de Chicoutimi. C'était quelque chose d'incroyable. C'était magistral. Le jeu d'acteur est capoté. Ray Fiennes, il est bon dans tout. J'ai toujours pas vu le menu, mais qui sait, peut-être que ça aussi, ça aurait été dans mon top 10. Mais sinon, j'ai adoré les scènes d'action aussi. Et cette version assez humour noir de la Première Guerre mondiale, où ce que je me dis, ouais, c'est un peu tourné au ridicule, mais c'était techniquement des choses qui sont arrivées pour de vrai. Comme une bonne partie de la guerre provoquée par une chicane entre plusieurs frères, un assassinat qui est arrivé parce qu'un chauffeur est allé dans un cul-de-sac par accident, une sex tape qui a empêché le président Woodrow Wilson de participer à la Première Guerre pendant une bonne partie du conflit. C'est genre, ben voyons non! C'est bien capoté comme version du récit, c'est tellement exagéré, mais ça fit avec l'univers de Kingsman, ça fit avec l'univers d'espionnage assez bizarre, assez comique qu'on a vu avec les films avec Taron Egerton et Mark Strong, avec que j'allais dire Colin Farrell, mais c'est Colin Firth aussi qui est dedans. Ouais, Kingsman, première mission, sérieux. Un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ça a démarré l'année en beauté selon moi. Et, dernière petite mention honorable, je dois dire, la performance de Rhys Ifans en Rasputin, magique. On arrive maintenant dans le top 5, avec honnêtement un numéro 5 que je me disais, il y a des bonnes chances que celui-là soit numéro 1, mais plus l'année passait et plus je le voyais se faire dépasser. La première fois que je l'ai vu, j'aurais honnêtement donné un film un 8 sur 10. Je l'ai vu une deuxième fois, j'ai fait une vidéo puis j'ai donné un 10. En rétrospective, j'aurais dû lui donner un 9. En numéro 5, nous retrouvons Le Batman. Film que j'ai attendu avec impatience depuis des années après la version assez décevante selon moi de Ben Affleck. Le Batman nous rappelle pourquoi ce personnage est le meilleur super-héros de DC Comics. Je crois que Robert Pattinson a fait un travail tout simplement superbe avec Batman. Son Bruce Wayne, j'ai hâte de le voir plus développé dans les prochains films. Il est clairement torturé au point où il peut même pas vivre, faire semblant de vivre une vie normale. Ce qui au début m'a laissé froid. Puis ensuite j'ai trouvé ça plus comme une version intéressante du personnage, une version assez nouvelle qu'on n'a pas vue encore jusqu'à maintenant.
J'ai adoré Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon. J'ai adoré tous les personnages secondaires. Je veux dire, le film dure 3 heures, mais c'est un 3 heures qui est mérité parce qu'il faut qu'il jongle plusieurs storylines et personnages différents. Et selon moi, c'est un des rares films où on a genre 4, techniquement 5 méchants, et aucun d'entre eux n'est éclipsé tant que ça. Je veux dire, John Turturro était très bon dans le rôle de Falcone. On a Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman qui était super bonne. On a Paul Dano qui est peut-être ma version préférée du Riddler de tous les temps. Sérieux, son Sphinx était assez capoté, merci. Colin Farrell dans le rôle du pingouin, il était méconnaissable. Sérieux, il était vraiment drôle, mais d'une façon assez dark. Tout le film est vraiment sombre, là, mais je dirais, la seule chose qui m'empêche de mettre ce film plus haut dans ma liste est le 5e méchant en tant que tel. Le film est sorti au mois de mars ou avril, ou peu importe. Fait que si vous ne l'avez pas encore vu, ben je vais spoiler un twist à la fin. C'est-à-dire, on voit brièvement le Joker à l'asile d'Arkham et genre, je suis pas à 100% embarqué dans cette version du personnage. Non seulement dans le casting de Barry Keoghan dans le rôle, c'est genre, sérieux, un des tweets d'Eternel joue le Joker maintenant, mais aussi genre, j'ai pas aimé son look ou la performance de Barry Keoghan. Bref, on l'a vu, oui c'est vrai, on l'a vu dans une scène dans le film et une scène coupée au montage qui ont sorti sur Internet. Mais n'en reste que, quand j'écoute un film de Batman puis que je me dis, j'espère que le prochain aura pas le Joker dedans, ça explique pourquoi il est numéro 5 et non pas numéro 3, 2 ou 1 sur une liste des meilleurs films de l'année. En 4e place, nous retrouvons, selon moi, le meilleur meurtre et mystère de toute l'année. On en a eu au moins 3 gros meurtres et mystères à gros budget, et selon moi, celui-là est celui que j'attendais le plus et qui m'a le plus satisfait overall. Je suis prêt à dire que le 4e meilleur film de 2022 est Glass Onion à couteau tiré 2. Pour ceux qui ne connaissaient pas, À couteau tiré, c'est une série de films meurtres et mystères écrite et réalisée par Ryan Johnson, que vous connaissez sûrement comme étant le réalisateur de Star Wars épisode 8, ou de Looper avec Bruce Willis, que j'ai mentionné dans les Loser Awards de l'an 2012, je crois. Mais sérieusement, Johnson est bien meilleur dans l'écriture et la réalisation de Meurtre et Mystère que dans quoi que ce soit d'autre, si vous voulez mon avis. Et ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir vu le premier pour comprendre le deuxième. C'est 2 enquêtes complètement séparées, et la seule chose qui les relie, c'est le détective, le personnage principal, joué par Daniel Craig, le détective français Benoît Blanc. Glass Onion, honnêtement, a pris un bout de temps à démarrer. C'est pas comme quelques autres films sur cette liste qui démarrent en trombe et qui arrêtent jamais. Là, c'est genre, le film prend son temps au début, et une fois que le meurtre se produit, je me dis, ok, là, je suis investi. Là, c'est genre, oh! Puis il y avait un twist après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est un des rares films où on passe, je crois, une bonne demi-heure dans un flashback, et honnêtement, ça m'a zéro dérangé. Ce film-là, c'était un rebondissement après l'autre, une bonne performance après l'autre, non seulement de Daniel Craig, mais également de Janelle Monáe, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista. Sérieux, une excellente brochette d'acteurs, comme j'aime beaucoup le mentionner dans mes vidéos. Et bien que j'ai préféré le premier à couteau tiré, j'ai trouvé que le dénouement de Glass Onion était beaucoup plus satisfaisant que celui du premier film. Ça m'a renversé, j'étais genre, ok, ça va sur la liste, ça va dans le top 5. Et honnêtement, ce qui a poussé ce film au numéro 4 par-dessus le Batman, c'est juste le mystère. Le mystère était meilleur dans Glass Onion que dans le Batman. Notamment parce que dans Batman, ben, je devrais pas me sentir plus intelligent que Batman, puis pourtant j'ai trouvé la réponse au mystère un solide 20 minutes avant lui. Un rat avec des ailes. Je me demande si c'est le pingouin. Non, c'est Falcone! Réfléchis un peu, Batman! Benoît Blanc l'aurait trouvé tout de suite. Donc, Glass Onion, une belle 4e place sur cette liste. En plus, il est sur Netflix. Vous pouvez l'écouter pratiquement gratuitement. Je vous recommande à tous. On arrive maintenant sur le podium et je dois dire, jamais j'aurais pensé de toute ma vie que ce film-là se ramasserait dans mon top 3 des meilleurs films de n'importe quelle année. En numéro 3, nous retrouvons Top Gun Maverick. Ouais, Top Gun 2, au numéro 3 de mes meilleurs films de l'année. Je vous le jure,
Moi qui n'aime ni le premier Top Gun, ni Tom Cruise en général, j'ai adoré le deuxième Top Gun. Le fait que plusieurs des cascades ont été réalisées avec des vrais avions, le fait qu'il y avait un magnifique arc narratif au personnage de Maverick, que Tom Cruise pouvait montrer des vraies émotions dans le film. Honnêtement, j'ai trouvé que les nouveaux pilotes, les nouvelles recrues étaient tout aussi bien joués les uns que les autres. Je veux dire, c'est une des rares fois où, honnêtement, j'ai pu voir Miles Teller dans un film et ne pas, honnêtement, le détester. C'est juste parce que je trouve qu'il a une face à claque. Il l'a aussi dans Top Gun Maverick. Mais sérieux, là, j'étais super investi dans son personnage, un Rooster, je crois que c'était son nom. Mais sérieux, là, wow! Top Gun Maverick m'a laissé sans voix. Jamais de ma vie, j'aurais cru autant apprécier un film de Tom Cruise. Jamais j'aurais cru pleurer pour un personnage joué par un acteur que j'aime même pas tant que ça, en Val Kilmer. Mais sérieux, revoir son personnage, Iceman, le pauvre lui malade, à peine capable de parler, pauvre petit, notamment dû au fait que Val Kilmer est pas en très bonne santé dans la vraie vie présentement aussi, ça a donné une des meilleures scènes de l'année selon moi. Et quelque chose de vraiment touchant, deux grands acteurs des années 80-90 que, honnêtement, je croyais pas voir de sitôt. Top Gun Maverick, les scènes d'action étaient enlevantes, le jeu d'acteur était sa coche, les effets spéciaux étaient capotés. Non mais qui, à part Tom Cruise, pense honnêtement à utiliser des vrais avions de chasse dans des scènes d'action d'un film? Personne d'autre que lui. Je me mets à apprécier ça de plus en plus avec lui. Ah, Top Gun Maverick. Une belle troisième place sur mon podium des meilleurs films de l'année. En deuxième place, nous retrouvons, selon moi, un des films les plus ridicules de toute l'année. Ce film-là, pendant un bon bout, était numéro 1 sur ma liste, mais il a slippé en deuxième place à la dernière minute. Selon moi, le film le plus drôle de l'année. En deuxième place, Train à haute vitesse. Mettant notamment en vedette Brad Pitt, Brian Tyree Henry et Joey King, ainsi qu'une panoplie d'autres acteurs qui sont là soit comme personnages secondaires ou simple apparition surprise pour faire une joke. Train à grande vitesse raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires et assassins se retrouvant tous dans le même train au Japon, sans toutefois réaliser dès les premiers instants qu'ils font tous partie d'une même et intrigante conspiration. Honnêtement, ce film-là, c'est genre, selon moi, le parfait mix entre John Wick et Pulp Fiction. Dans le sens qu'on a un film d'action où les scènes d'action sont complètement pétées et où le sens de l'humour ressort vraiment du côté des acteurs. C'est genre, wow! Surtout qu'avec Brad Pitt, ça aide, là. Ce gars-là, c'est un trésor national. Mais aussi du fait que l'histoire est à plusieurs reprises racontée dans le désordre pour montrer un flashback, expliquer l'histoire d'un personnage, tout ça pour qu'ensuite il meure en plein milieu de la scène. C'est genre, oh my god! Genre, t'écoutes Train à haute vitesse et t'as aucune maudite idée quel personnage va survivre jusqu'à la fin et lequel va se faire buter. Tout le monde est en danger dans le film. C'est un des films qui m'a maintenu le plus en haleine, là. Il y a même un running gag sur Thomas le petit train qui m'a franchement presque fait pisser de rire dans la salle de cinéma. C'était tellement drôle. À toutes les fois qu'il y avait un callback à ça, je partais à rire. Puis la salle de cinéma autour de moi était quand même full. On riait toute la gang aussi. Ce film-là est, ma foi, un très bon film d'action, une très bonne comédie. Pendant un bout de temps, mon film de l'année. Je le recommande lui aussi. Vers la fin, ça devient vraiment tiré par les cheveux. Mais c'est la seule chose que je suis prêt à redire de ce film. Train à haute vitesse, un des stand-out, une des belles surprises de l'année selon moi. Et maintenant, allons voir quel film est au numéro 1. Étonnamment, en première place, nous y sommes. Nous retrouvons un film d'un réalisateur que je déteste, mettant en vedette un acteur que j'ai jamais entendu parler avant ce film-là. En première place, nous retrouvons Elvis. Elvis est réalisé par Baz Luhrmann et met notamment en vedette Austin Butler dans le rôle d'Elvis Presley. Austin Butler livre ici la performance d'une vie, la performance de l'année dans le rôle d'Elvis Presley. J'étais convaincu que je ne voyais pas un acteur qui jouait Elvis, j'étais convaincu que je voyais Elvis en chair et en os devant mes yeux. La manière qu'il parlait, qu'il chantait, qu'il se dansait, qu'il dansait, qui exprimait ses désarrois. On aurait vraiment dit la vraie personne, le vrai Elvis Presley. C'était incroyable à voir. Par rapport à la réalisation,
J'aime vraiment pas Baz Luhrmann. Le Gatsby le Magnifique, c'était genre plus dole que d'autres choses. Et autant que ma famille et mes amis veulent me convaincre du contraire, j'ai jamais aimé Moulin Rouge. Mais Baz Luhrmann livre ici son meilleur film selon moi. C'est quelque chose d'assez particulier où sa réalisation pétée, ses jeux de lumière bizarres, tout fit avec l'esthétique de Las Vegas, complètement flashy et bizarre visuellement, là, tout fit. Et c'est un film qui était dramatique, émouvant, qui était absolument spectaculaire à regarder de par les performances. Mais surtout, c'est un des rares films qui me fait dire Mon Dieu, que je te déteste, Tom Hanks. C'est genre, Tom Hanks joue le rôle du manager d'Elvis Presley et le gros de l'histoire est centré autour de son personnage, le colonel Tom Parker. Ce gars-là est tellement une merde. Ce gars-là est tellement froid, manipulateur. À lui seul, on pourrait lui attribuer la mort prématurée d'Elvis Presley. Sérieux, ce film-là était de la bombe. C'est le dernier film que j'ai vu cette année pour possiblement faire mes vidéos de top et des flops. Puis accidentellement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'en reviens pas moi-même. Ça a vraiment bien donné. Elvis était franchement magistral. Le film qui me rappelle le plus, c'est Bohemian Rhapsody, sorti il y a quelques années. Sauf que cette fois, au lieu de parler d'Elvis, on parlait de Queen et de son chanteur Freddie Mercury, joué par Rami Malek. Mais sérieux, là, j'ai vraiment aimé Bohemian Rhapsody, contrairement à plusieurs critiques sur le net, mais honnêtement, Elvis est peut-être encore meilleur selon moi. Là. C'était capoté du début à la fin. Elvis, le meilleur film selon moi, sorti en 2022. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là durant cette quand même longue vidéo. Juste à la filmer, je vous dis crème, ça va dépasser le 20 minutes cette affaire-là. Ça va être un monstre. Mais je vous remercie d'avoir été là une fois de plus avec moi dans un autre de mes délires sur les films que j'ai le plus aimé durant l'année. Et on se retrouve bientôt pour l'antithèse de cette vidéo, pour l'opposé de cette vidéo. Ma liste des films que j'ai le plus détestés durant l'année. Parmi les nouveaux films de 2022 que j'ai vus, lesquels sont selon moi les moins bons, ou comme j'aime le surnommer, les 15 films que j'ai préféré voir et que j'ai pas aimé, au lieu d'écouter Avatar 2. Et je vais même m'habiller spécialement pour l'occasion. Je compte mettre ma chemise la plus laide pour l'occasion. Ça va être quelque chose. Alors on se retrouve pour une prochaine fois, d'ici peu, et d'ici là, bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!